Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le mercredi 29 décembre 2021 et je continue ma lecture du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, à propos de la partie où il s'occupe du philosophe Herbert Spencer. Là, nous arrivons à la fin, la partie 8, critique. Alors, je continue ma lecture. Le lecteur aura remarqué au cours de cette analyse succincte certaines difficultés dans l'argument et il suffira de quelques rappels succincts pour montrer où sont les imperfections. Une critique négative est toujours déplaisante, surtout en face d'une grande réalisation. Mais il entre dans notre tâche de voir quel sort le temps a fait à la synthèse de Spencer. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire une critique négative, surtout quand on sait ce que l'engagement de Spencer pour essayer d'expliquer l'histoire de l'évolution, de trouver un sens à cette évolution, je suppose, je n'ai pas lu son œuvre. Mais enfin, les milliers de livres, de pages qu'il a écrites, euh, voilà, c'est respect, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours difficile d'apporter une critique. Mais effectivement, il faut le faire. Comme dit Will Durant, il faut critiquer aussi ce qui peut être critiquable dans la pensée d'un philosophe, quel qu'il soit. Euh, Tout en sachant que c'est important d'avoir une critique constructive, euh, parce qu'il y a des critiques destructives. Il y a des philosophes qui cherchent à détruire des philosophes, je m'entends, des gens qui s'intéressent à la philosophie, qui vivent de la philosophie et qui critiquent des philosophes euh, du passé, ces grands philosophes, en les attaquant la petite histoire de leur vie ou des choses comme ça. Enfin, voilà, là ça me paraît un peu faible quand même de s'attaquer à des monuments. C'est le principe de s'affirmer aux dépens d'autrui, en croyant qu'en démontant un philosophe du passé, on va glorifier, on va apporter plus d'amour à celui qui essaye de détruire l'image du philosophe, d'un des grands philosophes. Au final, ça ne marche pas, parce que si un Socrate, si un Platon a tenu 2500 ans, si un Freud continue à, à être important dans la pensée, dans la psychologie, c'est pas pour rien. Voilà, ou si un Saint-Augustin, ou voilà. Enfin, c'est quand même, voilà, j'ai tout dit à ce niveau-là. Alors, j'avais écrit, moi, en ligne, sur le côté le plus difficile, c'est de penser l'humanité après soi, la vie, la voir évoluer dans son esprit. C'est pourquoi j'aime tant François Villon. Oui, alors voilà, j'avais écrit ça un peu dans La Grande Fatigue. Mais lorsque François Villon écrit Frères humains qui après nous viendront, ou je ne sais pas comment il le dit, mais je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une conscience d'être un maillon de la chaîne qui est vraiment important. Et je pense que le plus difficile, c'est justement de penser cette humanité après, pour éviter l'erreur
qui est légitime, hein, qu'on fait tous d'une certaine façon, je pense. L'erreur de Kant ou de voilà quand il pense que ou de Hegel quand il pense que l'arrivée de Napoléon c'est la fin de l'histoire. Voilà, de penser qu'on est au moment le plus important. Bien sûr que tous ces moments sont importants, mais et on a le sentiment euh, qu'on est à un moment charnière ou quoi que ce soit. Mais si on projette vraiment, c'est pour les philosophes de l'histoire, hein, je parle, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de l'humanité, si on regarde l'humanité telle qu'elle est, on peut. Moi, j'ai un peu cette tendance à penser que on n'est pas loin de la résolution, de la perfection, etc. Mais voilà, il y a un tel travail encore à réaliser techniquement pour assainir cette humanité. C'est assainir, ça veut dire la rendre autonome et écologique, 100% écologique, qui ne détruit plus jamais la planète, plus du tout, qui permet de qui ne pompe pas qui recycle à 100%, etc. Voilà. Euh, Sans compter qu'il faut faire évoluer des états d'esprit, là en ce moment quand les- des femmes activistes que je soutiens d'ailleurs parlent de déconstruire les hommes, que les hommes doivent se déconstruire, elles veulent dire déconstruire le bourrin qu'on peut être en tant qu'homme, le bourrin que la violence, même le criminel, hein, l'homme qui maltraite sa femme, etc., ou qui maltraite d'autres hommes, c'est ces mentalités qu'il va falloir déconstruire. Et elles ont raison dans ce sens. Mais ça risque de prendre beaucoup de temps, c'est évident. On n'est pas. Voilà, on aimerait que ça se fasse rapidement. La société, elle a la possibilité de régler ce problème rapidement, si elle voulait, l'humanité. Il suffirait de travailler vraiment sur l'enfance, sur les familles, la détection des enfants qui sont maltraités, qui ont voilà, ou qui sont élevés dans le narcissisme, dans l'abus d'autrui, dans le côté amoral des choses, euh, et d'aller travailler les familles en leur disant non, c'est fini, il ne faut plus élever les enfants comme ça, il faut développer leur empathie, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais c'est presque un peu dictatorial, comme il y aurait la possibilité, la société, l'humanité a les moyens de ça, comme elle a les moyens depuis très longtemps de régler la pauvreté, comme elle a les moyens d'installer sur la planète un salaire universel de vie qui permet à chacun de vivre correctement, d'avoir un toit, de pouvoir s'éduquer, éduquer ses enfants. On a les moyens de faire ça, mais on ne le fait pas. Et donc il n'y a pas de raison que ça veut dire que l'humanité a son temps d'évolution, son rythme d'évolution propre qu'on ne peut pas bousculer trop. Voilà. Donc ça prendra encore du temps pour aller vers cette perfection et peut-être des siècles, etc. Alors, donc c'est la critique de Herbert Spencer par Will Durant. Les premiers principes. Le premier obstacle, c'est l'inconnaissable. Alors là, moi, j'ai mis sur le côté voir l'expansion de l'ordinateur et de son foudroyant pouvoir de calcul. Donc oui, l'inconnaissable d'aujourd'hui,
si on lui met même 100 ans, 200 ans de technologie encore, admettons que ça continue comme ça, et dans la puissance de développement de la technologie, du calcul, de ce qui peut arriver, il me semble qu'on peut estimer que dans quelque temps, des ordinateurs permettront de formaliser l'ensemble des points qui peuvent évoluer, qui vont évoluer. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été toute l'évolution entre l'animal et nous, entre le primate naturel que nous étions et l'homme que nous sommes, de le rentrer dans une machine, toute cette connaissance, et de prolonger ce type d'évolution, sortir, voir quelles sont les évolutions qui prédominent, qu'est-ce que nous faisons évoluer, ce que je développe sur la mécanique universelle, sauf que c'est intuitif. Je dis qu'on améliore constamment notre capacité à dominer nos instincts, à dominer notre comportement, à maîtriser notre comportement et à devenir de plus en plus sociable, humain, meilleur envers les autres, etc. On développe la technologie et on développe nos connaissances des choses. Voilà. Donc, ces trois, il y en a plus, il y en a d'autres, mais enfin, ces trois grands types d'évolution, si on les prolonge, eh ben, on arrive à la perfection. Sauf que c'est pas tant qu'un ordinateur, un système de calcul dira pas c'est comme ça, oui, effectivement, la mécanique universelle a raison. Si on continue, si rien ne s'oppose à cette évolution, on arrivera à la paix universelle, à la sagesse, à l'extase. Voilà, l'extase facile pour tout le monde. Voilà, par exemple. Alors, les premiers principes. Le premier obstacle, c'est l'inconnaissable. Nous pouvons très bien admettre les limites probables de la connaissance humaine. Voilà, c'est là où j'ai écrit, mais voir l'expansion des ordinateurs. Parce que on peut admettre les limites, elles étaient énormes à l'époque de Will Durant, dans les années 30, quand il écrit ça. Aujourd'hui, elles sont déjà beaucoup moins limitées, ces limites de la connaissance humaine. On peut déjà moins les admettre, et je pense qu'on commence à admettre, au contraire, qu'on n'aura pas de limite à la connaissance, qu'il n'y en a pas, qu'on y arrivera à tout comprendre. Nous ne pouvons sonder cet immense océan de la vie dont nous ne sommes qu'une vague éphémère. Ben oui, on pourra le faire. J'aurais aimé pouvoir, parce que c'est beau quand même d'être devant ces pauvres philosophes qui auraient voulu le comprendre, qui ne pouvaient pas imaginer ce que serait l'an 2000, l'an 2020 où nous sommes, 2021. Comme nous ne pouvons pas imaginer ce que sera l'an 2150, 170. Qu'est-ce qui aura été fait 150 ans après, comme nous sommes, même 70 ans après, si c'était les années 30, c'est 100 ans après Will Durant, ou 150 ans après Spencer. Et que sera l'humanité dans 150 ans? Il suffit de juste essayer de réfléchir à ça, pour voir à quel point on ne peut pas l'imaginer. Et c'est ce qui est beau en même temps. C'est-à-dire que ça s'est tellement accéléré le temps que on ne sait pas où en serons-nous. On chevauchera la lumière, on ira à des allures extraordinaires, on aura
conquis d'autres planètes, on sera parti dans un autre, d'autres connaissances, on aura réglé les problèmes sociaux, on aura réglé les problèmes de l'humanité, des haines, des guerres, etc. On le saura un jour ou l'autre, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, on ne peut pas se projeter il y a une telle accélération, mais je pense que les hommes de l'époque de Spencer ne pouvaient pas penser ce que serait 50 ans plus tard. En 1850, les hommes ne pouvaient pas imaginer qu'en 1900, 50 ans plus tard, il y aurait des avions, il y aurait des, voilà, des automobiles, bref, voilà. Et comme nous ne pouvons même pas imaginer quelles seront les inventions dans 50 ans déjà, même dans 30 ans, 40 ans. Voilà, je continue. Mais il ne faut pas dogmatiser sur ce point, puisqu'en stricte logique, l'affirmation que quelque chose est inconnaissable implique déjà quelque connaissance de la chose. Alors, l'inconnaissable là, si on le prend au niveau du divin, cet inconnaissable qu'on connaîtra peut-être un jour, hein, moi je pense, c'est ce que j'écris sur la mécanique en tout cas, mais ça implique le fait d'imaginer qu'il y ait de l'inconnaissable, ça implique qu'on a une connaissance de cet inconnaissable. On sait qu'il y a de l'inconnaissable. C'est déjà incroyable. On sait que c'est inconnu derrière la vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière la vie? C'est inconnu. On sait que ça existe, c'est inconnaissable. Peut-être il n'y a rien, peut-être il y a quelque chose. Et rien que le fait que peut-être il y a, peut-être il n'y a pas, c'est énorme, quoi. Voilà, ça veut dire que des gens se posent ce type de questions. En vérité, à mesure qu'il avance dans son œuvre, Spencer montre une prodigieuse connaissance de l'inconnaissable. C'est ça qui est incroyable. C'est très très bien. Comme l'exprimait Hegel, limiter la raison en raisonnant, c'est vouloir essayer de nager sans entrer dans l'eau. Toute cette discussion sur l'inconcevabilité, comme elle nous paraît loin aujourd'hui, comme elle nous rappelle cette époque de la sophistique où la discussion faisait tout l'intérêt de la vie. Et en fait, une machine sans guide n'est guère plus concevable qu'une cause première, surtout si, par cette expression, nous entendons la somme de toutes les causes et de toutes les forces dans l'univers. Voilà, une machine sans guide. C'est pas plus concevable qu'une cause première. Spencer, qui vivait en un siècle de machines, considéra le machinisme comme une chose acquise, tout comme Darwin, vivant à une époque de farouche concurrence individuelle, ne vit que la lutte pour l'existence. Il a tout compris, Will Durant. C'est incroyable. C'est là où ces vulgarisateurs de la science, de la philosophie, sont extraordinaires, comme Michelet, comme c'est Michelet François. Est-ce que c'est Michelet? Non, je ne crois pas que ça soit Michelet, mince, je me suis gouré. Non, c'était François. Bon, bref, qui passe sur France Culture, qui est mort. C'était voilà, un vulgarisateur de la philosophie. Alors, là, il y a un petit 1. L'analyse est naturellement incomplète, faute de place. L'auteur a souvent souri de cette excuse de la paresse, mais il est obligé de l'invoquer dans le cas. Nous ne pouvons entreprendre la discussion de l'éducation des essais et des parties importantes de la sociologie. La leçon de l'éducation a été trop bien apprise et nous exigeons aujourd'hui quelques correctifs à l'affirmation victorieuse de Spencer en ce qui concerne les revendications de la science contre les lettres et les arts. Bon, bref, c'était un truc qui se rapportait à la première phrase. Le lecteur aura remarqué au cours de cette analyse succincte. Voilà, c'était relatif à ça. Que dire de cette fameuse définition de l'évolution?
explique-t-elle quelque chose? Dire il y avait d'abord le simple, d'où a évolué le complexe. Et ainsi de suite. Ce n'est pas expliquer la nature. Spencer, dit Bergson, rapiès, il n'explique pas. C'est vrai, c'est peut-être ça. Il rapièce, il relate, il éclaire une forme, mais il n'explique pas. Voilà, il n'explique pas pourquoi il y a de l'évolution de l'humanité, pourquoi nous allons vers cette perfection. Et c'est ce que fait l'humanité, c'est ce que fait la mécanique universelle. Voilà. Donc je vous conseille d'aller lire la mécanique universelle. L'élément vital du monde lui échappe. Il finit par s'en apercevoir. Les critiques, évidemment, ont été irrités par cette définition. Son anglais latinisé est particulièrement surprenant de la part d'un homme qui condamnait l'étude du latin et prétendait qu'un bon style est celui qui demande le moins d'efforts d'intelligence. Et il a raison à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pour un bon style, mais il faut aussi de la philosophie qui demande un gros effort d'intelligence. Il faut aussi la philosophie des universitaires, la philosophie compliquée des Hegel, la philosophie complexe des Heidegger, des Husserl. Voilà, il faut des philosophes qui s'adressent à des philosophes initiés déjà. C'est nécessaire, c'est important, mais il faut des philosophes simples, naïfs, comme je le suis. Voilà, il y a la place pour tout le monde dans cette humanité. Il faut cependant faire à Spencer quelques concessions. Sans doute préféra-t-il sacrifier la clarté immédiate au besoin de concentrer dans une courte formule le flux de toute existence. Mais en vérité, il est un peu trop épris de sa décision, de sa définition. Il la retourne dans sa bouche comme un morceau de choix. Il la met de côté puis la remâche interminablement. Je dois faire la même chose. Le point faible de la définition est la prétendue instabilité de l'homogène. Un tout composé de parties identiques est-il plus instable, plus sujet au changement qu'un tout composé de parties dissemblables? L'hétérogène étant plus complexe, il est à présumer plus instable que le simple et l'homogène. En ethnologie, en politique, on considère comme un fait acquis que l'hétérogénéité favorise l'instabilité et que la fusion de races immigrantes est un type national, en un type national, consoliderait une société. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi la mixité, le mélange est riche pour l'humanité. Et on va vers ces mélanges, quoi qu'il arrive. On va vers vers ce cosmopolitisme. Il est fondamental et il est là. Et le racisme ne peut que freiner un peu cette évolution, mais il le freinera, même s'il parvient à le freiner 5 ans, 10 ans, comme ce qu'arrivent à freiner les chefs d'État, les chefs d'État réactionnaires, comme aux États-Unis ou comme au Brésil, ou comme voilà, ils arrivent à freiner un peu l'évolution parce qu'elle va trop vite ou parce que voilà, ils arrivent à faire à, à, à ralentir les choses, mais ils n'arrivent pas à les changer. L'humanité, quoi qu'il arrive, elle va plus loin que ça. Donc, on sera tous on est déjà tous des mulâtres, pas des mulâtres, mais oui, enfin voilà, des cartes rondes, on est tous des mélanges. Et ça continuera de plus en plus.
Donc, l'hétérogène, ça consolide la société. Tarde, c'est un philosophe, pense que la civilisation est le résultat d'un accroissement de ressemblance entre les membres du groupe à travers des générations d'imitation réciproque. Le mouvement de l'évolution est donc considéré dans ce cas comme un progrès vers l'homogénéité. Mais oui, parce qu'en même temps, on va vers l'homogénéité, mais ça sera une homogénéité de mélange. Voilà, c'est tout à fait, ça fonctionne bien les deux côtés, quoi. L'architecture gothique est sans contredit plus compliquée que l'architecture grecque, mais elle ne constitue pas pour cela un degré plus élevé d'évolution artistique. Spencer fut trop prompt à admettre que ce qui était antérieur dans le temps était plus simple en structure. Il sous-estimait la complexité du protoplasme et l'intelligence de l'homme primitif. Mais moi, je fais un peu la même chose. J'essaye de ne pas tomber dans ce travers. Mais quoi qu'il arrive, si on pense l'évolution, si on pense que l'évolution va vers un point qui serait un point de perfection, on est obligé de penser. Alors même si moi, ce point de perfection, c'est la simplicité, c'est quelque chose, au contraire, on va vers encore plus de simplicité, mais puisque l'extase, c'est la pure simplicité de l'esprit, par exemple. C'est le vide de l'esprit absolu. Donc on part d'un esprit qui est au départ, qui se sophistique, qui commence avec une cellule, deux cellules, etc., qui commence à faire une première forme vivante, qui se sophistique, etc., qui devient une éponge. De l'éponge, elle passe voilà, aux poissons, aux reptiles, etc. Et elle monte aux mammifères, et des mammifères, etc., aux mammifères supérieurs, et à l'homme. Et l'homme, curieusement, il revient, et ça je l'explique sur la mécanique universelle, il sort d'un état où, par exemple, les primates vivent dans un état de simplicité mentale. C'est pas qu'ils sont dans l'immédiat, ils vivent dans l'immédiat, c'est pas une simplicité d'intelligence, ils sont dans l'immédiat. Ils ne projettent pas, ou très peu, pas comme nous faisons référence au passé dans notre vie quotidienne, on se projette vers l'avenir en permanence, etc. Et donc l'extase vers laquelle va l'humanité, c'est un retour vers la simplification, vers le vide de l'esprit. Voilà. Je m'exprime très mal sur toutes ces vidéos, mais c'est parce que je respire très mal. Voilà, comme ça, c'est dit. Et ça me demande un effort considérable de parler, en fait. Voilà, mais on va continuer quand même. Ciao.